Elle était connue comme la Riviera du Caucase, une destination de vacances prisée des élites. L'Abkhazie faisait alors partie de la Géorgie, pays membre de l'URSS. En 1991, l'Union soviétique s'effondre et la Géorgie déclare son indépendance. La région décide alors de s'affranchir. La Géorgie y envoie ses troupes. Les combats dureront jusqu'en 1993. L'Abkhazie s'autoproclame indépendante 6 ans plus tard, en 1999. En 2008, les tensions ressurgissent. Tbilissi accuse Moscou de préparer une intervention militaire. Des troupes russes non armées ont été envoyées en Abkhazie, selon Moscou, pour aider à réparer le réseau ferré. Puis des combats éclatent dans une autre région séparatiste géorgienne, l'Ossétie du Sud. Moscou envoie des troupes dans les deux régions. Certains tanks franchissent la frontière géorgienne. En septembre 2008, le président français Nicolas Sarkozy, alors à la tête de l'Europe, obtient un cessez-le-feu. La négociation que nous avons occupée ces dernières heures a été fructueuse. Dans une semaine, les checkpoints démantelés. Dans un mois, les forces militaires russes en dehors du territoire géorgien, à l'exception naturellement de l'Ossétie et de l'Abkhazie. Un accord ensuite accepté par la Géorgie. Peu après, Moscou reconnaît les indépendances abkhazes et ossètes, une reconnaissance condamnée par Tbilissi et les pays occidentaux. Aujourd'hui encore, seuls 4 pays reconnaissent l'Abkhazie en tant que nation. Malgré les tensions avec le voisin, la vie a repris son cours et les touristes russes sont revenus. Pierre Lascar et Ilioné Schulz de Bauzi Productions sont retournés en Abkhazie pour France 24. C'est un territoire difficilement accessible. Pour rentrer en Abkhazie, depuis la Géorgie, il faut marcher, les voitures ne passent pas. Environ 1 kilomètre sur ce pont défoncé jusqu'au poste frontière contrôlé par l'armée russe. L'Abkhazie, c'est une région de montagne au cœur du Caucase, autrefois destination balnéaire prisée, comme en témoigne encore la promenade de Soukoum, la capitale. Sauf qu'à quelques dizaines de mètres du front de mer, les stigmates de la guerre sont encore bien présents. Sur les murs, comme dans les esprits des 240 000 habitants de la petite république autoproclamée. Ici, presque tous les hommes ont déjà connu la guerre. Ce sont les photos prises pendant la Première Guerre. Ça, c'est le livre qui a été écrit à propos de nous. Et ça, c'est un portrait de moi. On me l'a offert pour un anniversaire. Gary, 72 ans, est parti 2 fois au front défendre l'indépendance de ce bout de Caucase. En 1992, puis de nouveau en 2008. En 2008, il fallait finir de libérer le pays, dont une partie était encore occupée par les Géorgiens. Mes anciens camarades m'ont alors demandé de repartir sur le front, car ils savaient que j'avais l'expérience de la Première Guerre. J'avais plus de 60 ans déjà, mais je n'ai pas refusé. J'y suis allé. Depuis 2008, la Géorgie n'a pas signé d'accord de non-agression. Alors pour Gary, la menace est toujours réelle. On s'attend toujours à ce que les Géorgiens attaquent à n'importe quel moment. On n'est pas du tout serein. Et si ça recommence, bien sûr, j'irai. Le vétéran, comme la plupart des hommes en âge de se battre dans le pays, garde chez lui de quoi se protéger. Voilà mes armes et l'uniforme. Ce manteau-là, je le garde car il me rappelle ma première blessure. La balle est rentrée comme ça et elle est ressortie par ici. Donc cette veste, je la garde comme souvenir. Les armes, on les garde toujours à la maison. Elles sont enregistrées par la police. On ne les a pas rendues après la guerre puisqu'il n'y a pas eu d'accord signé avec la Géorgie. S'il y a un accord un jour, on les rendra bien sûr. Mais pour l'instant, on les a toujours sous la main.
Si une partie de la population vit encore dans l'attente d'une nouvelle guerre, le ministre abkhaze des Affaires étrangères, Vyacheslav Chirikba, se veut rassurant. Pour la première fois depuis les années 90, on a ce qu'on attendait le plus, la sécurité. La reconnaissance de la Russie nous a apporté la sécurité. C'est ce qu'on n'avait pas eu pendant tant d'années. Donc on n'a plus peur d'aller se coucher en pensant que demain peut-être on aura la guerre. On peut enfin faire des projets pour le futur, pour sa famille, son avenir professionnel. 5000 militaires russes gardent le territoire abkhaze, une protection obtenue après le dernier conflit en 2008. Le grand voisin russe a été le premier à reconnaître officiellement l'indépendance de la République autoproclamée, mais quasiment l'un des seuls. Pour le ministre, la faute à la Géorgie et ses alliés. Quand l'Union européenne, les États-Unis et tous les acteurs importants comprendront que c'est un point de non-retour, qu'il n'y a pas de retour possible en Géorgie, de même que le Kosovo ne réintégrera pas la Serbie, ou le Timor oriental, l'Indonésie, alors là, ils penseront peut-être à ce qu'il faut envisager pour la suite. Soit préserver une situation de ni paix ni guerre, avec une incertitude qui déstabilise toute la région, soit reconnaître la réalité politique et dire « Ok, c'est un pays, envoyons des missions pour voir ce qu'il s'y passe ». Et alors là, ils comprendront que oui, c'est un petit État, mais que c'est un pays fonctionnel. Alors pourquoi ne pas le reconnaître ? Fonctionnel, peut-être, mais pas si stable. Cet été, à l'appel de l'opposition, des manifestations ont ébranlé la capitale pendant plusieurs jours et ont eu raison du ministre de l'Intérieur. Déjà, en 2014, le précédent président avait été contraint à la démission. Des crises politiques à répétition sur fond de corruption, chômage et pauvreté. Alors pour asseoir la légitimité de cette nation encore fragile, les autorités misent sur la promotion de l'identité abkhaze. Dans cette école de la capitale, les enfants viennent s'initier aux danses traditionnelles. Allez Renata, viens ici. Toi, mets-toi là. Nala. Et pour Tamila, l'enjeu va bien au-delà du folklore. Считаю, что да, абхазские танцы могут развивать в ребенке патриотизм. Они с детства La danse développe leur sens de la patrie et leur courage. Ça se voit d'ailleurs dans l'attitude du buste. Ça, c'est représentatif de la nation abkhaze. Et la danse, comme c'est très sensible, très intense, ça leur inculque cet état d'esprit dès le plus jeune âge. C'est pour ça que leurs parents les incitent à venir pour qu'ils développent la fierté de leur pays. Un sentiment nationaliste renforcé dès le plus jeune âge pour que ces enfants deviennent les meilleurs ambassadeurs de la culture abkhaze. Quand nous allons danser à l'étranger, nous montrons que des petits pays comme le nôtre existent. Donc peut-être que dans le futur, si ces étrangers chez qui nous dansons viennent à leur tour visiter notre pays, ils se rendront compte qu'on a une culture, qu'on a une vraie nation et qu'on mérite d'être reconnu. L'identité abkhaze tente de se réaffirmer, par la langue également. Une langue caucasienne ancienne, totalement interdite durant la période stalinienne, et qui voudrait d'aujourd'hui s'imposer face au russe, deuxième langue officielle du pays. Une réforme du système éducatif vient de renforcer l'enseignement de l'abkhaze dans les écoles. C'est un poivron piquant ou c'est un poivron doux? Pour moi, c'est ma langue maternelle, mais c'est loin d'être le cas pour tous les Abkhazes. Alors on a vraiment besoin d'élever le niveau, car c'est quand même la langue nationale. Le soleil brille dans ma langue, le ruisseau coule dans ma langue,
Le cœur de la mer bat dans ma langue. Un tiers seulement de la population est abkhaze dans cette région qui compte aussi de fortes minorités russes, arméniennes et géorgiennes. Avant l'époque soviétique, tous les Abkhazes parlaient abkhaze, mais de plus en plus les gens se sont mis à parler russe. Même dans les écoles et les crèches abkhazes, ils ont tendance à parler russe. Donc les cours sont importants pour nous, pour que notre langue ne se perde pas. Car ici, non seulement on parle souvent russe, mais on dépend de Moscou pour presque tout. Pour voyager à l'étranger, on le fait avec des passeports généreusement délivrés par Moscou. Au quotidien, c'est en roubles que tout s'achète et se vend. Plus de la moitié du budget abkhaze est provisionné par la Russie, qui finance les retraites ou les salaires des fonctionnaires. Une emprise à la mesure du gigantisme de la future ambassade russe. Mais les Russes que l'on voit surtout, ce sont les touristes, de plus en plus nombreux en Abkhazie. Le tourisme est devenu la principale et quasi unique richesse du pays. À Pitsunda, l'une des principales stations balnéaires, Asta a su profiter de cet essor. Ma famille a 3 hôtels. Et le plus petit est ici en face. Son dernier établissement a ouvert en 2013. Au total, elle a une centaine de chambres qui ne désemplissent pas et toute la zone est en chantier. Sur toute cette terre, d'autres petits hôtels vont être construits partout ici. Tout est en cours et je pense que d'ici 2 ans, ça va beaucoup changer. Car il y a 2 ans, il n'y avait rien ici. Après que la Russie nous ait reconnus, elle est devenue une sorte de garant de notre sécurité. Donc pour les touristes russes, c'est devenu plus sûr de venir. Tellement sûr que certains vacanciers en oublieraient presque que l'Abkhazie se veut indépendante. Moi, ça me plaît ici. L'eau est super propre. C'est l'eau la plus propre de la Russie. Oui, c'est l'Abkhazie, mais je considère ça comme la Russie. Si des Russes se sentent ici chez eux, c'est qu'ils représentent plus de 90% des 1,5 million de touristes qui déferlent sur les plages de la côte abkhaze. Une dépendance problématique pour Asta. Ce n'est pas notre choix. Sans reconnaissance internationale, les touristes d'Europe ne savent rien de l'Abkhazie. Ils ne savent même pas que nous existons. Et même ceux qui nous connaissent, ils ont des problèmes pour venir, de la part de la Géorgie notamment. Sous perfusion russe, la région se développe timidement. Mais cette dynamique ne profite pas à tous. Aujourd'hui minoritaires, les Géorgiens d'Abkhazie sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Leur région, au sud du pays, semble figée dans le temps, comme si la guerre venait de se terminer. Ici, toute parole est contrôlée et surveillée. Personne n'ose s'exprimer devant des caméras étrangères. La plupart des 250 000 Géorgiens qui ont fui la guerre et ses conséquences se sont réfugiés en Géorgie, à quelques kilomètres de la frontière. Comme Raoul, Kaha et Tariel, ils sont en contact permanent avec leurs proches restés de l'autre côté du pont. Les Géorgiens qui sont toujours là-bas sont forcés d'apprendre le russe et l'abkhaze. À l'école, les professeurs n'ont pas le droit de parler géorgien, d'enseigner en géorgien et de dire que l'Abkhazie fait partie de la Géorgie. Ceux qui restent là-bas sont persécutés, intimidés. S'ils disent la vérité, on menace de s'en prendre à leurs enfants ou de brûler leur maison. Et du coup, ils font semblant d'être contents. Pourtant, ces hommes, pour qui l'Abkhazie appartiendra toujours à la Géorgie, croient à un avenir commun.
Il n'y a pas vraiment de haine entre nous et les Abkhazes. On pourrait se réconcilier facilement s'il n'y avait pas la Russie. Ce que je souhaite le plus, c'est que les Russes quittent la région. Et ensuite, nous, on va se débrouiller, se réconcilier et prospérer. Pour l'heure, c'est sous l'aile du grand voisin russe que l'Abkhazie amorce son développement. Une dépendance qui la protège de la Géorgie, mais l'isole du reste du monde. Un reportage signé Pierre Lascar et Ilioné Schulz. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez revoir ce reportage et tous les autres billets retour sur notre site internet france24.com. À très bientôt.